Bonjour à tous. Je souhaite à tous les participants la bienvenue au sein de cet événement digital de la communauté CO3 des consultants coworkers collaboratifs. Là, cette communauté a dépassé le seuil des 1900 membres sous Meetup en quelques semaines seulement. Nous avons le privilège de nous retrouver sous Crowdcast, plateforme de visioconférence novatrice. Cet outil offre des fonctionnalités collaboratives en adéquation avec notre ADN. Il est proposé de poser vos questions, de voter pour les meilleurs, d'échanger entre vous et de vous connecter, de répondre à des sondages ou bien d'intervenir directement à l'écran via un partage d'écran. Nous allons tout d'abord nous présenter. Je suis Laurent Garcia, président de l'UFEC, Union française des entreprises communautaires, président d'AE6 ainsi que fondateur du Club des entrepreneurs sociaux. Je suis spécialisé en entrepreneuriat et j'ai été consultant durant plus de 15 ans dans les nouvelles technologies en France comme à l'international. Je vais donner la main à Stéphane Huet pour qu'il se présente également. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Huet et en fait je suis consultant coworker AE6 depuis mars 2016. Voilà, et je vais vous expliquer en fin de session pourquoi le modèle économique proposé par AE6, le modèle de business, correspond complètement à mes attentes. Avant d'aller plus loin, moi je suis en train de demander au forum si côté technique tout va bien. D'accord. A priori, certains n'ont peut-être pas de son. Ah. Ok pour Marc. Ouais. C'est déjà un bon point. Est-ce que Sylviane... Bon, voilà, bon, Adrien, ça va, donc on peut continuer. Donc, merci Stéphane. Donc, on retrouvera Stéphane après ma présentation donc, sur pourquoi et comment devenir consultant coworker. Et donc, il partagera avec nous un retour d'expérience sur son propre parcours comme consultant coworker. Donc, je vous mets la présentation à grand écran pour que vous puissiez suivre le fond. Donc, pour commencer, nous allons échanger sur pourquoi et comment devenir consultant coworker. Alors, je mets le bon slide. Alors, pourquoi et comment devenir consultant coworker à l'ère collaborative? Et nous allons découvrir une démarche entrepreneuriale simple, sécurisante et novatrice, synthèse des meilleures pratiques en termes d'accompagnement d'entrepreneurs dans le conseil. Elle permet la création durable de sa propre activité, son propre métier. Il est possible d'approfondir les thématiques abordées à travers un MOOC gratuit d'une durée de 6 semaines sur notre plateforme de formation professionnelle cognitum.fr. Dans un second temps, Stéphane partagera avec nous un retour d'expérience sur la création de sa propre activité comme consultant autonome. Il sera ensuite proposé de pitcher vos projets en 60 secondes lors d'un temps de travail collectif pour ceux que ça intéresserait, sans aucune obligation. Et nous conclurons par la réponse à vos questions du forum. Donc, n'hésitez pas à partager vos interrogations, vos questions, vos réactions. Et suite à notre intervention, on y répondra une par une. Alors, pourquoi et comment devenir consultant coworker? Les objectifs majeurs de cet atelier sont la découverte d'une révolution invisible incarnée par l'économie collaborative, la sensibilisation à l'empowerment et l'entrepreneuriat pour tous, la présentation de l'entreprise communautaire dont la démarche permet le test grandeur nature et le développement durable de son propre projet, l'étude d'une méthodologie pour devenir consultant, la description de pilotage de votre activité en ligne à travers le bureau virtuel et l'élaboration de son projet individuel. Nous allons démontrer que l'entrepreneuriat est une solution, voire une nécessité, comme outil d'évolution individuelle et professionnelle.
Abordons maintenant l'économie collaborative. C'est la synthèse des phases d'évolution précédentes, à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire, qui ne sont plus une fin mais un moyen pour construire une société durable où l'humain est remis au cœur du projet sociétal. Alors, retraçons l'évolution de la civilisation depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours. La théorie des vagues de développement nous enseigne qu'il est possible de la synthétiser en 4 phases principales distinctes. Le degré zéro de la civilisation est incarné par la période dite des chasseurs-cueilleurs, qui vivaient en tribu et en symbiose, mais aussi en dépendance avec leur environnement direct. Ils répondaient donc uniquement à leurs besoins vitaux de la pyramide de Maslow. À cette phase initiée il y a 300 000 années environ, succéda la phase dite agraire, symbolisée par le développement de l'agriculture et de l'élevage. Durant cette ère sont apparus le système féodal et les monarchies. Le type de pouvoir dominant était la force brute, qu'elle soit animale ou humaine. Cette phase se termina par l'émergence de la vague dite industrielle vers le XVIIe siècle, avec le remplacement de la force brute par l'énergie, le développement des usines et la naissance des démocraties représentatives et de l'État-nation que nous connaissons aujourd'hui. La consommation de masse et la logique de classe uniformisée sont apparues, le pouvoir est devenu celui de l'argent. Depuis une trentaine d'années, une nouvelle vague s'est développée, la vague de la communication et de la création. La source du pouvoir devient la connaissance, destinée à tous les supplanter et les englober. Une individualisation est permise. Actuellement, un secteur quaternaire émerge. Il se caractérise par un développement de l'entrepreneuriat social, une recherche d'épanouissement de la personne humaine et une indépendance vis-à-vis de l'État et du système bancaire. La théorie du déversement de l'emploi nous enseigne qu'un transfert de l'emploi s'opère d'un secteur à l'autre. L'humanité connaît une évolution exponentielle tant sur un plan individuel que collectif, accélérée ces dernières années par l'immédiateté des échanges dans l'atmosphère. Étudions désormais plus en détail l'économie collaborative. C'est un modèle où la propriété et l'accès sont partagés au sein de communautés ou de la foule. Les entreprises collaboratives ne produisent plus des biens ou des services, mais des biens sous forme de services en mode peer-to-peer. Cette évolution est permise grâce à 3 facteurs synchrones que sont la technologie, le contexte sociétal et économique. L'économie de partage se compose de 4 piliers majeurs qui sont une consommation collaborative, un partage de la connaissance et du savoir, une production et un financement par la foule. Certaines réussites insolentes permettent de constater l'adhésion pour cette économie de partage, à l'image d'Airbnb. Au sein de cette économie collaborative, l'individu s'affirme en devenant acteur et offreur de services. Les écosystèmes remplacent les marchés. Cela met en évidence une démocratisation de l'entrepreneuriat individuel devenu accessible à une majorité de personnes et non pas réservé à une élite hors du commun constituée de gens hors normes. Illustrons cela à travers une étude de l'effectuation qui a été théorisée en 2001 par Sarah Sarasvati, qui a étudié le processus entrepreneurial d'un groupe de serial entrepreneurs. C'est un paradigme du management qui peut être résumé en « il ne sert à rien de prédire le futur car je le contrôle ». Le développement du projet repose sur une progression de l'entrepreneur et non sur un plan de départ rigide. Il intègre une phase de lancement significative pendant laquelle une idée initiale est expérimentée et repositionnée sans capital initial. Étudions maintenant ces 5 principes heuristiques. Le premier principe est « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Il enseigne de commencer par le début en adoptant une démarche de définition des objectifs à partir des moyens disponibles. Les moyens dont tout le monde dispose sont ceux que je suis, ceux que je connais et qui je connais. Le second principe est celui de la perte acceptable. Les prises de décision reposent principalement sur la définition d'une perte limitée, en temps et en argent, avant de réfléchir à un gain potentiel. Ce principe permet le contrôle et le partage du risque. Le troisième principe est celui dit de la limonade. Il conseille de mettre à profit les imprévus positifs comme négatifs, en tirant parti du hasard et en l'intégrant dans le projet. Le quatrième principe est celui du patchwork fou. Il enseigne de construire le projet en se basant sur l'apport croissant de compétences
par les parties prenantes sans connaître par avance le résultat final. Le dernier principe est celui du pilote dans l'avion. Il incite à être acteur de son environnement pour le transformer dans une logique non causale. Tout le monde peut apprendre ces grands principes et réussir dans l'entrepreneuriat, car c'est la capacité d'apprendre qui conduit à la capacité d'entreprendre. Découvrons maintenant comment l'économie collaborative met en évidence l'évolution de la société vers une intelligence collective globale dans une approche particulière ou particulière et non plus B2B ou B2C. Il existe 4 principales formes d'intelligence collective correspondant chacune à 4 niveaux d'organisation distincts, du micro au macro en passant par le méso. L'intelligence se définit par la capacité à lier ensemble, c'est-à-dire à innover. L'intelligence collective définit les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres, permettant l'atteinte d'objectifs en situation complexe. Nous sommes à l'heure actuelle dans l'ère de l'intelligence collective pyramidale, à l'image des États-nations, des transnationales, etc. L'information et le pouvoir appartiennent à une autorité ayant une hégémonie par un phénomène de rareté. Cette forme d'intelligence a permis de construire les infrastructures que nous connaissons, mais elle arrive à ses limites d'efficacité. Ses faiblesses sont cette asymétrie d'information, une faible adaptation à la conjoncture, une non prise en compte des attentes générales, un contexte de concurrence accrue, des normes monopolistiques qui cloisonnent et une innovation bridée. Des recherches ont permis d'identifier un vaste groupe socioculturel, dit des créatifs culturels, qui serait à la pointe du changement social, selon le sociologue Paul Ray. En France, ce groupe représente 20% de la population active, d'après l'Institut Worms. C'est un groupe en développement qui est en train de prendre le pouvoir avec les générations digitales natives, connectées, Y ou Z. Dans l'ère nouvelle, les professionnels s'organisent autour d'écosystèmes, d'organisations communautaires et de plateformes holoptiques. Chacun devient acteur et offreur de services. Devenir l'entreprise de soi-même consiste de facto à devenir consultant. Cette nouvelle forme d'entreprise constitue un modèle d'entreprise collaborative dénommé l'entreprise communautaire. Elle permet une évolution individuelle d'un état de dépendance économique à un état d'interdépendance, comme théorisé dans le livre Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, vendu à 15 millions d'exemplaires. Chacun devient son propre maître et exerce le travail de ses rêves. Il y a création volontaire de collectifs entre pairs autonomes, un lieu et place de création de collectifs par la coercition entre individus passifs. C'est ce que l'on dénomme l'individuation, qui vient après une individualisation, à l'image du freelance classique. Elle permet d'évoluer d'un mode de collaboration basé sur le paraître et le pouvoir, un système centré sur l'être et l'empathie, permettant à chacun d'exercer son art, d'être en cohérence avec soi-même, pour un meilleur arbitrage entre sa vie professionnelle et personnelle. Le secteur du conseil, quant à lui, représente un marché de 120 milliards d'euros en 2013, d'après le syndicat Syntec. De par l'évolution de la société vers une économie de services et collaborative, ce secteur a connu un doublement de son effectif depuis 1995. La distribution du chiffre d'affaires est de 45% environ pour les services informatiques, représentés par les ESN, entreprises de services numériques, pour 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ et 365 000 personnes. En synthèse, le secteur du conseil concerne environ 1 million de salariés, dont 700 000 cadres. La volumétrie annuelle de recrutement dans les services est de 120 000 cadres et de 60 000 non-cadres, en parallèle d'un nombre comparable d'immatriculations individuelles. Plus de 70% des créations d'emplois cadres sont dans les services, sur un volume global de 180 000 cadres recrutés annuellement. Concentrons-nous maintenant sur l'ECC, l'entreprise communautaire de conseil. Elle permet de créer durablement son propre métier, sa propre activité en toute sécurité et en étant accompagné. Il est proposé de devenir consultant coworker car proposer une expertise à un client qui ne l'a pas en interne consiste à être consultant.
Au commencement, il est réalisé la définition du projet individuel après un accueil du porteur de projet. Une fois l'intention individuelle d'entreprendre de clarifier, la phase de test grandeur nature peut démarrer. Elle dure le temps nécessaire au projet, avec une durée moyenne comprise entre 9 et 15 mois. Cette phase a pour objectif de lancer opérationnellement son activité jusqu'à permettre au porteur de projet de pouvoir en vivre décemment. Lorsque la phase de test est conclue avec succès, le contrat CAP s'éteint pour laisser place à un CDI temps plein. Le consultant entrepreneur accompagné devient alors consultant entrepreneur salarié. Cela permet de comprendre en quoi l'ECC propose une alternative durable sociale et communautaire à l'immatriculation individuelle de sa structure juridique, aux solutions d'hébergement transitionnel type portage et aux entreprises classiques de conseil à structure pyramidale. Cela permet d'éviter de réinventer la roue dans son coin en mutualisant les investissements et les moyens. Détaillons maintenant plus amplement chaque phase. La phase d'incubation de son projet prend la forme d'un contrat CAP, permettant une montée en compétences sur le métier de consultant et d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un CAP? C'est un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique. C'est le seul contrat légal permettant l'accompagnement d'entrepreneurs. Son cadre juridique est la loi 2003-721 du 1er août 2003 et le décret d'application de 2005. Il est non rémunéré avec la possibilité de remboursement des frais engagés dans le cadre de l'activité lorsque la trésorerie le permet. Pendant cette période, l'entrepreneur cumule son statut et ses revenus antérieurs avec les encaissements liés à son activité. À titre d'exemple, si le porteur de projet est au chômage, il peut conserver la totalité de son indemnité sans limite de durée pendant toute la phase de test. La durée initiale est de 12 mois, renouvelable 2 fois, soit 36 mois au maximum. Il est cumulable avec tout type de situation, sauf un emploi à temps complet. Pendant son déroulement, l'entrepreneur accompagné est affilié au régime général de la sécurité sociale. Les 3 critères permettant une sortie avec succès du CAP sont un portefeuille de clients diversifié, une trésorerie minimale permettant de provisionner un préavis, un CPF, etc., et un prévisionnel d'activité à 6 mois. L'avantage du CAP est que le professionnel a l'esprit libre pour entreprendre, pour expérimenter et améliorer ses offres, pour formaliser ses outils, ses documents types, pour développer son réseau et son portefeuille client, pour financer ses investissements et se constituer des provisions financières. Il peut être interrompu sans procédure dès que l'entrepreneur peut vivre de son activité ou en cas d'abandon. Dans ce cas-là, la totalité de la trésorerie du centre d'activité est reversée sous forme de rétribution en une seule fois, permettant de capitaliser de nouveaux droits chômage sur la somme perçue. La sortie positive du CAP est alors synonyme d'atteinte d'autonomie professionnelle et financière. L'entrepreneur peut désormais vivre de son projet économique sur une base temps plein et évoluer vers un statut de consultant entrepreneur salarié. Cela prend la forme d'un CDI temps plein permettant une rémunération stable et un statut social optimal. Le contrat de travail est régi par la convention Syntec. Tout le pilotage de l'activité est réalisé de manière prévisionnelle grâce à l'incubation en CAP où l'entrepreneur a d'une certaine manière pris du recul pour prendre de l'élan et à l'intranet qui permet un pilotage en temps réel de l'activité. Un panel de provisions financières permet de sécuriser l'activité dans la durée. Ici se termine le pourquoi devenir consultant coworker. On peut maintenant passer au comment, qui je pense est la partie qui intéressera une bonne partie des gens qui nous ont rejoints. Alors je vous propose de découvrir une méthodologie pour devenir consultant et ainsi créer durablement son activité individuelle dans le conseil. Alors comment définir concrètement ces offres de services? Pour cela, il est nécessaire de mettre en action son expertise. Cette phase est primordiale. On peut schématiser ce processus en 7 étapes successives. Après avoir éclairci son intention, on travaille sur son positionnement et la réalisation d'un dossier de compétences. Ensuite, on définit ses expertises et on élabore ses offres de services en termes de produits associés à un besoin client. Pour chacune, on définit un business model avec une offre tarifaire et des objectifs chiffrés. L'étape suivante est l'animation d'un réseau collaboratif et l'activation d'une boucle
de rétroaction, d'amélioration continue. Concernant la définition du positionnement, il est obtenu par une triangulation entre l'intérêt personnel, la rentabilité long terme et les compétences individuelles. En termes de typologie de positionnement, il y a 5 grands groupes de consultants qui sont un positionnement orienté expertise, orienté manager de transition, prestataire de services, compétences à la demande et compétences à temps partagé. Analysons maintenant comment trouver ses premiers clients. L'approche directe est primordiale. Pour capitaliser sur ses offres, construire des relations humaines durables et créer son marché. Le consultant est le mieux placé pour présenter son expertise lorsqu'il est convaincu qu'il amène quelque chose d'utile. La sous-traitance peut permettre de démarrer le temps de monter en compétences. Dans sa stratégie, une approche multicanale est à adopter avec la construction d'un réseau indirect à travers un réseau d'agences commerciales, de prescripteurs qui se rémunèrent via une commission qui est généralement compensée par un gain de temps. Cela revient à externaliser sa force commerciale. Cette approche permet une utilisation des référencements grands comptes. Un autre canal est les sites d'intermédiation comme Upwork. Un canal complémentaire est la coopération à travers la réponse groupée à des appels d'offres, un travail local en équipe complémentaire, la co-traitance, la chasse en tribu, etc. Il est également possible d'adopter une approche innovante de son offre, permettant une optimisation fiscale pour ses clients. Une fois la concrétisation d'une opportunité réalisée, il est nécessaire de rédiger une proposition technique et commerciale. Ce document est le cahier des charges de la mission. Plus il est précis et détaillé, et plus vous interviendrez dans des conditions optimales et sécurisées. Il est recommandé d'avancer vers un contrat avec engagement de moyens. Les pratiques usuelles du secteur sont une facturation en mode régie basée sur un rapport mensuel d'activité, un mode forfait avec des jalons contractuels ou encore un mode régie forfaitisée, proposant un engagement de moyens avec des livrables de règlement. Nous allons travailler maintenant sur une méthodologie pour définir sa politique tarifaire. Une granularité de tarifs par nature de prestation, niveau d'expertise et par durée de mission est pertinent pour faciliter le gain de contrats commerciaux. Il est usuel d'appeler un tarif sous la dénomination de TJM pour tarif journalier moyen. Un TJM est par définition clé en main pour un client. Il intègre les jours non facturés comme les jours d'avant-vente, le temps de développement, les jours offerts. Il est conseillé de faire une distinction entre les honoraires et les frais de mission lors d'une prise en charge. Une méthode pour le calculer est d'estimer le salaire annuel brut cible que le consultant ambitionne ou de prendre comme base le salaire d'un salarié qui occuperait le même profil chez un client donné. Ensuite, on le multiplie par 1,5 pour modéliser les charges patronales avec une hypothèse pessimiste. On ajoute ensuite les frais de fonctionnement et d'accompagnement, estimables à 10% du chiffre d'affaires. On divise le tout par le nombre de jours annuels prestés visés. Un salarié, au sein d'une entreprise classique, voit sa rémunération limitée et indexée sur les tarifs facturés par son employeur, alors qu'au sein d'une entreprise communautaire de conseil, la rémunération est proportionnelle au résultat. Illustrons maintenant comment piloter son activité au jour le jour grâce à un bureau virtuel en ligne. La finalité est de vous présenter les processus et outils permettant le pilotage de son activité en ligne concernant la gestion administrative, commerciale, mensuelle, financière et le suivi de l'activité. L'intranet se structure en 3 phases distinctes offrant des services additionnels en fonction de l'évolution du centre d'activité. La première phase permet la saisie de son dossier administratif avec le téléchargement des documents. La seconde donne l'accès aux fonctionnalités de l'intranet pour un contrat CAP. Et la dernière phase correspond au consultant entrepreneur en CDI. Découvrons le module de gestion commerciale. C'est une partie importante de l'intranet qui permet de gérer l'ensemble des actions incluses dans votre gestion commerciale quotidienne, à savoir votre portefeuille client en termes de contrats, de produits, d'offres commerciales. Il permet aussi de gérer ses fournisseurs, de réaliser ses devis, ses contrats de prestation, ses contrats de sous-traitance, ses conventions de formation. Il permet de suivre l'avancement de ces différents types de contrats. Il y a tout un workflow de validation des documents, en construction, en attente de validation, en cours de réalisation, etc. On va étudier maintenant le module de gestion opérationnelle. Il s'agit avec la gestion commerciale du module que vous serez amené à utiliser le plus fréquemment. Il donne accès à des outils simplifiant certaines démarches administratives.
Il permet la saisie et la réalisation de demandes de facturation, de demandes d'avoir et de règlement, de rapports mensuels d'activité, de prévisionnels d'activité, de notes de frais. Il permet aussi pour les salariés la consultation et la saisie de demandes de congés, de demandes diverses, comme les avances sur frais, les demandes de primes exceptionnelles, etc. Mensuellement, à partir du 20 du mois, le RMA du mois est mis à disposition. Une fois saisi, le prévisionnel d'activité pour les 6 prochains mois est à remplir à son tour. La note de frais est alors générée pour déclaration des frais de fonctionnement du mois en cours. Dans le module de l'intranet suivi, il est offert la possibilité de piloter 24 heures sur 24 son centre d'activité en ligne à travers le suivi des paiements et des règlements. Un tableau de bord synthétique et détaillé permet de suivre l'évolution de la trésorerie à moyen terme et un livre analytique des opérations est également disponible. Tout est automatisé. Un module écosystème permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités collaboratives comme des offres de mission, la documentation partagée, etc. Il y a aussi la possibilité de paramétrer son espace personnel, d'accéder au manuel utilisateur, de contacter le support ou de se déconnecter. Étudions maintenant comment définir son propre projet dans le conseil. Il est proposé de réaliser un dossier individuel. Ce document exhaustif remplace le classique plan d'affaires basé sur une vision financière. Ce document commence par la présentation générale du projet, la définition des offres de services, le marché visé et les objectifs fixés. Dans le cadre de la présentation du projet, il sera réalisé une description du projet et de son état d'avancement, de l'opportunité d'entreprendre et des motivations personnelles. Il sera également détaillé l'adéquation en projet, les objectifs poursuivis et un diagnostic du projet. Une présentation des offres de services est ensuite proposée. Après cela, le marché sera étudié avec la description de l'environnement concurrentiel, des caractéristiques de la demande et de l'avantage concurrentiel du projet développé. Dans la sous-partie sur les objectifs fixés, on abordera les étapes stratégiques du projet, les indicateurs clés et les objectifs de chiffre d'affaires durant le cap et à moyen terme. Ensuite, dans le cadre de la stratégie de développement, les points décrits sont les flux de revenus, la politique tarifaire, les canaux de distribution, la politique de communication, le marketing de contenu qui est important de nos jours, à l'image de l'inbound marketing, la stratégie commerciale, les partenariats et fournisseurs, les moyens à mettre en œuvre et la structure de coût la plus minimaliste possible. Dans une 6e partie optionnelle, il est demandé de synthétiser son projet et de mettre en évidence la proposition unique de valeur grâce à une matrice d'évaluation inspirée de Lean Startup. La formalisation du prévisionnel financier de l'activité concernant les phases de validation et de développement est finalement réalisée. Il n'est pas obligé de remplir toutes les parties, mais il permet de booster son lancement sans procrastiner. Avant de conclure mon intervention, je tenais à partager avec vous le programme du MOOC gratuit qui permet d'approfondir les thématiques abordées lors de cet atelier et de réaliser lors d'un cas pratique final son dossier individuel pour lequel il est offert l'opportunité de le finaliser accompagné par AI6. Il se constitue de 5 à 7 vidéos par semaine avec un total de 6 heures environ. Associé aux autres documents types disponibles sur Meetup, par exemple, il permet d'initier le processus entrepreneurial sans délai. Ces documents vous seront envoyés par mail à votre demande ou sont également dans le drive du Meetup. Il ne reste plus ensuite qu'à initier sans délai le test grandeur nature via un contrat CAP. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à entreprendre. Être l'entreprise de soi-même permet de capitaliser sur soi et gérer son employabilité. On est le mieux placé pour savoir comment atteindre ses objectifs. Cette démarche est accessible à une majorité et elle est riche en enseignements. Aucun investissement n'est nécessaire. Devenir maître et acteur de sa vie est source d'épanouissement individuel. L'entrepreneuriat communautaire est source de transformation individuelle et collective. Au sein d'une ECC, il vous est proposé une sécurisation à tout instant et une montée en compétences via un accompagnement renforcé, un statut social optimal pour construire un projet de vie durable, avec un CDI temps plein, une rémunération stable tous les mois, une sortie sécurisée dès le début grâce à la trésorerie aux provisions faites durant le CAP, un parcours qui est professionnalisant et qui permet d'apprendre les bonnes pratiques du secteur du conseil. Voilà, je vais donner la main à Stéphane Huet pour nous expliquer un petit peu son retour d'expérience sur le développement de sa propre activité et en quoi cela
a pu l'aider dans son développement. Rebonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ce que je vais vous expliquer là, c'est quelque chose de beaucoup plus organique que la présentation de Laurent, puisque je me propose en fait de vous faire un petit retour d'expérience vu de l'intérieur du consultant coworker que je suis devenu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Donc je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu d'où je viens. C'est important dans la mesure où comment dire, où forcément, chaque expérience personnelle et individuelle est unique et singulière, et par conséquent, il est important de mettre en perspective ce que je vais vous raconter avec mes expériences passées. Je vais vous expliquer également finalement ce qui m'a motivé à rechercher un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de business et un nouveau modèle de vie, tout simplement. Et ce qui m'a conduit un petit peu à examiner sur le marché quelles étaient les offres un peu alternatives, novatrices, modernes. Ce qui m'a plu dans ici, c'est quels sont parmi ce qu'a présenté Laurent, ce qui pour moi en fait constitue les grandes articulations majeures qui me motivent encore plus aujourd'hui à continuer dans cette voie. Alors, d'où est-ce que je viens, d'où je parle, c'est un petit peu le propos de ce début de présentation. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 1997, il y a 20 ans. Je n'étais pas un foudre de guerre ni un adepte des études longues. Par conséquent, j'ai quand même réussi à décrocher quelque chose de très généraliste dans le monde de l'entreprise, à savoir un bac+2 orienté TPE, PME, typé organisation, gestion, organisation de la production opérationnelle, optimisation financière, création de processus, organisation du travail, recherche de l'optimisation par les coûts, etc., gestion des stocks, de ceux qui connaissent, je pense que ce sont les termes qui leur parlent. Mais finalement, je n'étais pas très déterminé, c'est-à-dire pas de projet professionnel bien défini, pas de passion spécifique, pas non plus de projet de vie très clair. Et donc, par conséquent, j'étais le candidat idéal au salariat traditionnel. Et n'ayant pas de volonté spécifique d'orientation, j'ai été rattrapé par le secteur porteur du moment. Il se trouve qu'à la fin des années 2000, le secteur porteur du moment, c'était clairement l'informatique. Soit du développement, soit de l'infrastructure système réseau. Et c'était l'époque où on pouvait commencer à faire carrière en informatique sans vraiment avoir besoin d'un diplôme et sans expérience particulière. On considérait un petit peu à l'époque qu'à partir du moment où on était jeune, on était forcément technophile et ça facilitait les choses. Donc, le salarié classique, j'ai expérimenté à peu près la moitié de mon parcours avant A6 en 2 périodes. Une petite période en début et puis 2 périodes finalement de 5 ans, une au début et une à la fin de ma vie professionnelle antérieure. J'y ai trouvé un certain nombre d'avantages, qui sont les avantages connus. Là, je vais rien vous apprendre là-dessus, mais le fait effectivement d'être disponible pour un employeur 5 jours sur 7, c'est quelque chose qui apporte un certain nombre d'avantages. D'abord, une rémunération régulière et prévisible. Une certaine forme de conformité aussi. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement le fait, par exemple, que pour négocier un crédit immobilier dans une banque, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on peut nous caser dans la catégorie CDI, temps plein. Un risque contractuel limité, bien sûr, puisqu'il est pris en charge principalement par l'employeur, qui fait aussi l'intermédiation avec le reste des acteurs sociaux, réglementaires, juridiques, etc. On est un petit peu pris en charge quand on est salarié par l'employeur de ce point de vue. Des inconvénients également, bien sûr, qui sont les inconvénients du salariat. Alors, quels sont ceux que j'ai retenus et qui me semblaient plutôt me signifier que finalement, ce mode de travail n'était pas vraiment fait pour moi à long terme? D'une part, effectivement, une certaine forme de restriction d'autonomie. On est quand même impliqué dans des processus où on doit suivre un petit peu la voie qui est tracée par l'organisation. On est un petit peu frayé dans sa créativité. Pas toujours, mais c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, de façon récurrente. Une perception parcellaire de l'environnement économique aussi. Quand on est salarié, on voit le monde économique au travers du filtre de l'activité de sa propre entreprise. On a du mal à se projeter en situation frontale, sans garde-fou.
on est un petit peu encadré par des différents acteurs qui nous donnent des informations de seconde main. Une création de valeur non rémunérée, alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement le fait que votre performance individuelle, la façon que vous avez d'optimiser les coûts, de dégager de la marge, de récupérer des marchés, de créer de la valeur pour votre entreprise, eh bien, finalement, le partage de cette valeur est assez inéquitable, finalement, même si je concède qu'on peut être augmenté, on peut avoir des primes, etc. etc. Moi, je n'ai pas été commercial, donc je n'étais pas rémunéré aux variables. Et disons qu'un technicien micro-informatique ou après un responsable d'exploitation informatique qui crée vraiment de la valeur pour ses utilisateurs, qui fait gagner de l'argent à l'entreprise, il ne va pas forcément doubler ou tripler de salaire, même s'il rapporte énormément d'argent au final. Et ce qui m'a le plus gêné finalement dans le salariat, c'est vraiment cette idée finalement que la vie est structurée par l'emploi. Il la structure de manière fondamentale, c'est-à-dire que avoir un emploi, c'est avoir des horaires, c'est la fameuse ritournelle du métro, boulot, dodo, et en informatique de production en plus, c'est souvent métro, boulot, métro, boulot, métro, boulot et dodo quand on peut, dans la mesure où on doit gérer un certain nombre d'incidents informatiques, avec beaucoup de HLO, comme on dit, d'horaires non ouvrés. Donc tout ça était un petit peu pesant. Et je me suis laissé tenter par l'autre côté du miroir de 2002 à 2010, donc une petite dizaine d'années, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement passer de l'autre côté et faire de l'entrepreneuriat. Alors j'ai commencé assez classiquement dans l'entrepreneuriat en montant une SS2I en sécurité des systèmes d'information, sécurité informatique. On intégrait les firewalls, par exemple, pour les gens à qui ça parle, des dispositifs de sécurité. De manière complètement opportuniste, en fait, puisque en fait, mon ancien employeur avait réalisé une opération de fusion-acquisition. Elle s'est très mal passée. Il y a eu 150 clients dans la nature. C'est peut-être l'occasion d'en récupérer au moins 10%, et finalement, c'est à peu près ce que j'ai récupéré. Donc, j'ai recruté à la volée quelques collègues qui sont devenus mes associés. Et puis, comme le secteur était en pleine expansion, on a démarré sans business plan, très clairement, mais avec déjà des contrats. Donc, c'était le principal et on formalisait le business plan plus tard. Alors, quels étaient les objectifs de ça? Eh bien, déjà, c'était ne pas reproduire ce qu'on avait connu dans le salariat, c'est-à-dire avoir un esprit de groupe, des priorités individuelles et collectives alignées, c'est de valeurs, mais en tout cas de conception philosophique sur le savoir-être dans le travail, le partage des connaissances, un partage beaucoup plus équitable aussi de la création de valeur, puisqu'il y avait très peu d'écart entre les employés et les membres du patronat, pour dire très clairement, en matière de rémunération. La valeur était vraiment bien distribuée, une ambiance de travail conviviale, et puis chacun surtout avait son mot à dire, et on définissait la stratégie de la société tous ensemble, quel que soit le statut. C'était en tout cas les objectifs qu'on s'était fixés. Ça a bien marché pendant un temps. Au départ, on était un peu une bande de copains finalement, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui s'affranchit du système et qui commencent à monter quelque chose ensemble, mais on a été un petit peu rattrapé par la réalité. La réalité, c'est qu'une entreprise classique, SS2I, SAS, ce que vous voulez, eh bien, elle exerce son métier, finalement, son activité dans un contexte légal, juridique, social, avec des cadres. Et ça ne poserait pas tellement de problèmes. Je dirais que ces cadres existent, que ces institutions existent pour réglementer, pour contrôler, pour qu'on puisse aussi s'appuyer sur les infrastructures qui sont financées par de l'argent collecté, par exemple. Le problème de ce mode de fonctionnement, c'est que finalement, la pression s'exerce uniquement sur une petite partie des personnes, et notamment les fondateurs, les associés, dans une petite structure. Finalement, on se retrouve parfois, même souvent, même quasi systématiquement, à devoir être un petit peu expert de tout. Expert en juridique, expert en social, expert en droit du commerce, expert en droit des affaires, expert en droit du travail, en matière d'hygiène et de sécurité, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut justement avoir cette multi-expertise? D'une part, parce que la réglementation est très compliquée, et puis aussi parce que le risque légal et social est porté, finalement, par les dirigeants. Ce qui pose un problème. Ça pose un problème parce que finalement, ça contribue à déséquilibrer la relation entre l'employeur et l'employé et à stresser et à imposer une forme de contrainte permanente sur des personnes clés dans l'entreprise. Ce qui fait que finalement, j'ai essayé de représenter un petit peu ce qu'on a vécu, en tout cas l'analyse que j'en ai retirée
sur ce problème. C'est que finalement, en fonction du nombre de collaborateurs avec lesquels vous travaillez, que vous avez embauché, vous avez une progression normale, logique, du chiffre d'affaires, de la marge opérationnelle, marge commerciale, marge brute, appelez ça comme vous le souhaitez. Du besoin de roulement aussi, finalement, parce qu'on peut payer les salaires en fin de mois, et ça, c'est obligatoire. Et puis aussi, comment dire, une augmentation de la réputation de l'entreprise, en bien ou en mal, mais en général, ça marche bien, la réputation est plutôt bonne. Mais comment dire, les risques et obligations finalement des gens qui créent, des gens qui portent la stratégie de l'entreprise, des gens qui sont tout le temps là en fait pour insuffler de l'énergie, pour renouveler un petit peu comment dire, le cycle d'affaires, pour essayer d'innover, etc. Eh bien, les risques et obligations qui s'imposent sur ces personnes en fait croissent de manière exponentielle. Elles croissent de manière exponentielle parce que plus vous avez de collaborateurs et plus vous avez d'acteurs qui gravitent autour de l'entreprise et qui sont portés par les relations entre ces collaborateurs et ces acteurs, et bien plus vos obligations légales et sociales se traduisent en matière de risque. Et plus vous avez en fait d'administratifs un petit peu contre-productifs, chronophages, et d'activités qui ne sont pas liées au business direct de votre entreprise, qui viennent se greffer à votre activité, et au bout d'un moment, vous vous retrouvez à faire des journées multipliées par 2. Donc, vous avez une journée de production, de travail classique, en pleine collaboration avec vos employés, sur vraiment le cœur métier de l'entreprise. Et puis, vous avez une deuxième journée derrière où vous faites de l'administratif, où vous discutez avec des administrations, où vous répondez à des courriers, où vous souscrivez à un certain nombre d'obligations qui finalement font que votre énergie va peu à peu s'essouffler. Et vous avez de plus en plus de mal à perpétuer l'esprit initial et à atteindre les objectifs qui étaient les vôtres à l'époque. Alors, au bout d'un moment, vous atteignez une espèce de taille critique qui varie en fonction de vos ambitions, du secteur d'activité et puis de la façon dont vous collaborez avec vos employés. Et après, il y a deux possibilités. C'est soit s'arrêter parce que finalement, on se rend compte que finalement, on est devenu quelque chose que j'ai résumé un peu dans la formule, devenir le contremaître du système. Finalement, on est le relais finalement des institutions pour gérer les employés. Donc, soit stopper là parce que finalement, l'esprit initial n'y est plus. Soit faire des levées de fonds pour passer ce cap et déléguer ces problématiques à d'autres personnes, ce que font généralement les entreprises. Faire des levées de fonds, ça veut dire aussi, quelque part, passer un petit peu sous la tutelle partielle ou totale des puissances financières qui, finalement, vont vouloir investir dans votre entreprise. Parce que comme ce n'était pas l'esprit, finalement, de la société, elle n'était pas faite pour ça, on a essayé de stopper harmonieusement, je vous rassure, chacun peut retrouver un emploi de manière très lissée, très harmonieuse. Donc, ça n'a pas eu d'effet social, cette cessation d'activité. C'est une société en plus qui marchait pas trop mal, mais c'était plus ce qu'on voulait faire, c'était pas ce qu'on souhaitait faire au départ. Voilà. Alors, il y a de ça à peu près 2 ans, je me suis retrouvé dans une situation, après donc 5 années de salariat, qui se sont très bien passées. L'idée, c'est de dire que le salariat, c'est bien. L'idée, c'est de dire qu'il y a peut-être des évolutions qui permettent de le dépasser et d'aller vers un mieux. Donc, je me suis trouvé dans une situation plutôt favorable. D'abord, financièrement, je me suis retrouvé dans une situation plutôt confortable dans la mesure où mes expériences précédentes, en particulier l'entrepreneuriat, m'ont permis de me dégager à peu près de tous les crédits que j'avais à droite à gauche. Donc, plus de dettes personnelles, c'est quand même relativement appréciable. J'avais accumulé une expertise vraiment dans plusieurs métiers différents, aussi bien de la gestion de projet que de l'intégration de l'informatique, que du management de transition, de la gestion d'équipe, de l'expertise en matière de conseil pour gérer des phases un petit peu critiques de réorganisation, d'organisation, de services, de départements qui n'arrivaient plus à produire correctement, etc. Donc, j'avais un panel de compétences que je pouvais exploiter. J'avais un petit peu le choix des armes en matière d'orientation professionnelle. Puis un réseau relationnel, bien sûr, issu de tous les sollicitations que j'avais pu connaître du temps de mon entrepreneuriat et puis de tous les professionnels de l'informatique avec qui j'avais été amené à travailler au travers de mes diverses expériences. Et puis à côté de ça, l'émergence d'un projet
complètement personnel, qui n'a rien à voir avec le business, qui n'a rien à voir avec une recherche de rentabilité, qui me demande aujourd'hui une forme de disponibilité, d'assiduité, de régularité, et que je souhaite mener. Donc, ce projet personnel, bien sûr, il est structurant dans la mesure où il n'est pas compatible avec un emploi à temps plein. Donc, en matière d'objectifs, je me suis en fait, fixé comme objectif, je ne trouve pas d'autre mot pour l'instant, le fait de regagner l'autonomie sur la gestion de mon temps, ça ne pas retomber dans les affres du salariat et de ne pas non plus faire des doubles journées comme j'avais connu du temps de l'entrepreneuriat. Améliorer le partage de la valeur, c'est-à-dire être capable de travailler en dégageant suffisamment de marge opérationnelle pour pouvoir me permettre de travailler moins, mais en gagnant autant, sinon plus. Et puis de faire en sorte que le temps gagné dans ce nouveau mode de fonctionnement puisse être réinvesti dans mon projet et puis dans ma vie privée en général. Donc, nécessité, en synthèse, de repenser la relation au travail, moins et mieux, sous-entendu, pour gagner finalement autant, voire plus. Donc, finalement, c'est un peu travailler moins pour gagner plus. C'est un peu ça l'idée, pour paraphraser une célèbre formule. C'est, l'esprit finalement de la démarche. Donc là, on se dit, il veut un petit peu le beurre, l'argent du beurre, finalement, parce qu'il veut concilier finalement des contraintes personnelles qui le concernent lui, avec un projet personnel, avec une certaine idée individuelle du travail et le contexte qui va avec et qui est favorable, avec finalement la nécessité quand même de gagner sa vie, donc de rester connecté à la vie économique, de continuer à garder contact avec différents acteurs des secteurs de métier dans lesquels j'exerce mes compétences, de rester employable, comment dire, c'est-à-dire de continuer à mettre à niveau son expertise, de rester dans le coup, surtout dans le domaine technologique où les évolutions sont relativement rapides, de porter un projet rentable. Pourquoi rentable? Parce que, si vous avez compris ma démarche, l'idée, en fait, est de dégager beaucoup plus de valeur ajoutée et de partager cette valeur ajoutée de manière beaucoup plus équitable entre mes clients et moi, ce qui implique que les TJM, pour reprendre l'acronyme utilisé par Laurent, donc taux journalier moyen, soient suffisamment élevés de façon à ne pas me mettre à risque financièrement si j'ai une baisse d'activité. Et bien sûr, de trouver un business, une manière de mener la relation client qui soit durable, surtout, la recherche de la rentabilité, elle est conditionnée par la recherche de la durabilité et avec une vision long terme. Pardon. Voilà. Alors, je suis donc intéressé finalement à différents modèles économiques du marché et il se trouve que le modèle de l'entreprise communautaire, en particulier AE6, mais le modèle de l'entreprise communautaire en général, en fait, m'a paru tout à fait pertinent sur certains points. J'en ai même été relativement surpris parce que c'est un modèle qui est peu connu, malheureusement. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'animation pour les faire connaître un petit peu, et pour les promouvoir. Alors, je vais vous présenter là un certain nombre d'articulations qui me semblent aujourd'hui, en le vivant tous les jours, particulièrement pertinentes, particulièrement efficaces dans le coworking. Alors, le premier, c'est que la structure AE6, elle n'est pas organisée de manière pyramidale, c'est une structure qui est au service des consultants entrepreneurs. On dit c'est une plateforme qui va complètement nous soutenir dans notre activité. Et en particulier, je précise parce que ce n'est pas forcément évident et pourtant c'est un avantage qui est substantiel, cette structure finalement va s'occuper de la gestion de la relation avec les institutions et organismes institutionnels, administratifs, d'État. Autrement dit, ça veut dire que l'URSSAF ne me connaît pas en tant qu'entrepreneur, l'administration fiscale ne me connaît pas en tant qu'entrepreneur, le RSI ne me connaît pas en tant qu'entrepreneur. Toutes ces administrations, finalement, ou leurs équivalents, sont gérés, sont complètement managés dans la relation par la structure ici. Ce qui veut dire que finalement, le consultant entrepreneur, lui, il peut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire son offre de service, son réseau de contacts, les besoins de ses clients et son activité de production. Voilà. Et ceci
en bénéficiant en plus d'un accompagnement individualisé, accompagnement qui est pourvu en fait par la structure AI6 qui, de manière native, offre un service de coaching. Voilà. Et ce coaching, ce qui est très appréciable, chez AI6 en tout cas, c'est qu'il est personnalisé au niveau de maturité du consultant entrepreneur. Par exemple, je suis extrêmement autonome dans l'entrepreneuriat, dans la mesure où j'ai déjà une expérience passée qui a plutôt bien marché. Donc, je suis relativement autonome pour démarrer une activité, la faire vivre, la faire fructifier, construire un réseau de relations, etc. Il n'empêche que sur un certain nombre de points, mon coach chez AI6 s'est adapté à ce niveau de maturité, apporter un éclairage pertinent, alors que sur d'autres profils qui sont beaucoup plus en recherche et qui ont besoin de beaucoup plus de soutien, le coaching va être aussi aidé de façon à souscrire aux attentes actuelles et qui vont évoluer du consultant entrepreneur. Donc là, tout le monde en fait est dans une interdépendance, gagnant-gagnant, finalement. La structure qui est à notre service, les coworkers et les coworkers entre eux. Le deuxième point qui me semble absolument essentiel, qui est très structurant, c'est le contrat CAP, dont vous a parlé Laurent. Concrètement, pour moi, comment ça s'est passé le contrat CAP? Donc, j'ai organisé ma sortie du salariat à l'aide d'une rupture conventionnelle. Comme vous le savez, la rupture conventionnelle ouvre droit au chômage, clairement. Donc, je suis parti parce que j'avais 5 ans d'ancienneté dans cette société avec 23 mois de chômage, qui fait grosso modo 2 exercices. D'accord. Pendant ces 2 exercices, je touche l'indemnité pour l'emploi à 100%, ce qui me permet de continuer à vivre, tout simplement, à financer mes activités propres. Et pendant ce temps-là, eh bien, je travaille et je facture. Je facture et j'encaisse. Tous ces encaissements, en fait, ne me sont pas reversés immédiatement. Ce n'est pas le but. Ils sont provisionnés. Ils sont provisionnés et ils vont constituer, en fait, ma rémunération pour les exercices ultérieurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est en juin 2017, voilà, je viens de consulter mon horloge pour me rappeler de moi. Eh bien, concrètement, je travaille pour ma rémunération de juin 2019, parce que ma rémunération 2018 et ma rémunération premier semestre 2019, elle est faite. C'est donc, comment dire, quelque chose qui s'inscrit, vous le voyez, dans un objectif long terme de durabilité. On n'est pas là. On a la possibilité de sécuriser son avenir, de contrôler un petit peu l'avenir, en faisant en sorte de dégager de la marge, dégager de la trésorerie et dégager du cash qui va être provisionné pour de la rémunération sur les exercices ultérieurs. Donc, on est en prévisionnel de gestion. Donc, ça apporte quand même une certaine sécurité qui, en plus, va être à la fin sanctionnée, c'est-à-dire consolidée, matérialisée par le CDI temps plein en fin de contrat CAP. Et là, la boucle est bouclée. On se retrouve CDI si tout va bien, si l'activité marche bien, avec plusieurs mois, voire 2 ans de rémunération d'avance. Durant le CAP, alors je rappelle un petit peu comment ça se passe et ce qui est important de mon point de vue. Donc l'accompagnement personnalisé du porteur de projet, je vous en ai parlé. Et ce qui est très important, c'est le personnalisé. Donc c'est une personnalisation qui touche aussi bien le niveau de maturité du coworker que la particularité de son projet. Ça, c'est important. C'est-à-dire que AI6, en fait, en tout cas, c'est le discours, et moi, je l'ai expérimenté, donc je peux vous assurer que c'est le cas, ne va pas porter de jugement de valeur sur la pertinence de vos projets. Bien sûr, il y a du conseil, il y a des suggestions, etc. Et si vous croyez en votre projet, si vous avez une passion et que vous pensez qu'il y a un potentiel d'affaires là-dessus, le rôle d'AI6, c'est de vous accompagner jusqu'à la matérialisation, la réussite de ce projet. Ce n'est pas d'apporter un jugement de valeur sur la pertinence de votre cœur de métier. La mutualisation des moyens, bien sûr, qui sont disponibles au sein de la communauté métier. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'échanger des compétences au sein de la communauté de coworkers pour éventuellement avoir la possibilité de répondre de manière groupée à une offre.
et donc d'accéder à des marchés sur lesquels on aurait été incapable de répondre de manière isolée. Voilà, on a bien sûr l'évaluation mensuelle du provisionnel d'activité, qui est, comment dire, qui est quelque chose qui relève, on peut le dire, de la formalité administrative un petit peu obligatoire chaque mois, mais qui finalement est très importante parce qu'elle va permettre à l'action de coaching de mettre en regard le développement commercial du projet et sa réalité en matière de matérialisation financière. Et bien sûr, durant le CAP, quelque chose d'absolument essentiel, eh bien, c'est le fait que vous continuez en fait à toucher les prestations sociales auxquelles vous avez droit. Ça, j'en ai parlé. Ça vous permet de provisionner votre chiffre d'affaires pour les prochains exercices. Qu'est-ce qui m'attend après le CAP? Le CDI classique plein. Donc, ça veut dire un statut salarié socialement. Donc, ça veut dire que finalement, on a tous les avantages du salariat en termes de couverture sociale. Ce n'est quand même pas neutre. Une rémunération stable et bien sûr une rémunération qui correspond au niveau que vous fixez en fonction de la trésorerie que vous avez accumulée. Un fonds de roulement qui est personnalisé. Il n'y a pas de mutualisation des, comment dire, du chiffre d'affaires que vous générez. Le compte de trésorerie qui va être provisionné chez A6 et qui recueille les encaissements, il vous appartient. C'est un compte analytique complètement individuel sur lequel vous avez la main. Il n'y a pas de mutualisation de l'argent. Voilà. Et puis, après le CAP, ça veut dire que on a déjà des clients, des factures qui sont dans la nature et qui attendent un paiement. On a déjà un portefeuille d'offres qu'on a pu éprouver pendant les 2 ans. C'est-à-dire qu'on a eu éventuellement, on a testé quelques trucs, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins bien marché, qu'on a écarté. Voilà, c'est ce premier travail de dégrossissage du packaging des offres qu'il est fait. Donc, ça apporte quand même beaucoup de sécurité. Un point sur la flexibilité. Alors, effectivement, la flexibilité, on en parle beaucoup. Moi, ce que je constate en matière de flexibilité dans le discours médiatique, on va dire, ou politique, ou économique classique, c'est que finalement, quand on parle de flexibilité, aujourd'hui, dans l'entreprise, on l'attend essentiellement du salarié. C'est-à-dire qu'on va lui demander d'être hyper flexible en matière d'horaire. On va lui demander de s'adapter à des conditions de travail qui éventuellement vont se dégrader, c'est-à-dire de faire plus avec moins, de réaliser le même niveau de performance avec moins de moyens, etc., etc. Donc, finalement, la flexibilité qui est demandée, elle est souvent à sens unique, elle est souvent unilatérale et elle concerne principalement le salarié. Voilà. D'où l'idée de mettre en exergue quelque chose que je vis tous les jours en matière de flexibilité et qui est une inversion de ce processus, à savoir que la flexibilité, elle devient finalement quelque chose qui est à votre avantage puisque c'est vous qui décidez de l'orientation et c'est vous qui organisez la flexibilité ou non de votre activité. Alors, je prends l'exemple, par exemple, le fait d'avoir plusieurs métiers possibles que vous paralysez sur votre activité. Moi, par exemple, ça m'arrive de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage en temps partagé. Et puis, à côté de ça, je fais un peu de gestion de projet. Et puis, de temps en temps, une mission d'audit. Et puis, quand ça m'amuse, je vais faire de l'intégration technique de firewall pour ne pas perdre la main et parce que je connais bien un client qui me fait confiance. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de barrière, en fait, aux différents métiers que vous pouvez exercer simultanément. Pareil, pour la partie client, vous pouvez très bien, en fait, orienter votre activité de façon multisectorielle. Vous n'êtes pas, en fait, réduit, comme dans une entreprise classique, à devoir vous focaliser sur un certain type de client, un certain secteur d'activité, parce que finalement, vous appartenez au département qui va gérer principalement les grands comptes ou principalement le secteur santé, etc. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un choix qui consiste à ne travailler qu'avec des entreprises du secteur numérique, des ESN, des entreprises spécialisées dans le numérique, des anciennes SS2I. Bon, c'est un choix. Mon marché est principalement indirect, mais c'est un choix que j'ai fait parce que je choisis les sociétés en question. Je sais qu'elles ont de la compétence de très haut niveau et ça me permet aussi de récupérer de mon côté cette compétence. Donc, une partie de ma rémunération, que je perds par le marché indirect, je la récupère en moyenne de compétences. C'est un choix. Je suis complètement libre de ce choix. Le jour où je décide de
de travailler en direct avec certains clients, personne ne m'en empêchera. Le jour où je décide de travailler du particulier, personne ne m'en empêchera. J'ai complètement le choix des armes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez cumuler plusieurs modèles économiques. Laurent parlait tout à l'heure de la régie forfaitée, le mode forfait. On peut en citer d'autres. On peut citer l'assistance technique, on peut citer le consultanat sur honoraire, on peut citer plein d'autres modèles. Alors, vous avez complètement le choix des armes. Vous pouvez cumuler différents modèles avec différents clients. Il n'y a absolument aucune limite là-dessus. Vous pouvez travailler en régie forfaitée avec un client et puis demain travailler en forfait avec un autre client. C'est vous, en fait, qui décidez en fonction du contexte économique, de la réalité du modèle de business que finalement la réalité du terrain vous impose dans la relation avec tel ou tel client, qui guide en fait et qui vous permet d'appliquer le choix le plus pertinent. Autre chose importante aussi, aujourd'hui, par exemple, bien que je sois consultant entrepreneur chez i6, je suis toujours actionnaire minoritaire d'une société qui est spécialisée notamment dans la formation autour du sujet des salles informatiques, de la conception de salles informatiques. C'est quelque chose qui est complètement compatible avec l'activité de consultant entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous êtes consultant entrepreneur chez i6 que vous n'avez pas le droit à côté d'être immatriculé, d'avoir des parts dans une société, de faire partie d'une organisation économique, quelle qu'elle soit. Voilà, à partir du moment où ça n'entre pas en conflit avec votre statut de CDI, il n'y a aucun problème là-dessus et toutes les passerelles sont exploitables, en tout cas, sont les bienvenues. Le droit à l'apprentissage par l'expérimentation, alors ça c'est important aussi, c'est-à-dire que si jamais dans le contexte du consultant entrepreneur, vous avez l'envie de prendre un risque sur une offre, de prendre un risque sur une expertise, quelque part, personne ne va vous empêcher de prendre ce risque et éventuellement d'apprendre de vos erreurs. Donc, il n'y aura personne, en fait, au-dessus de vous, pour ainsi dire, qui va vous reprocher de prendre un risque, qui va vous obliger à avoir un résultat pour un engagement de ressources, etc. Bien sûr, le fait de reprendre la main sur les gens de son temps, c'est très important. Donc, c'est vous qui arbitrez finalement, mettez le curseur en fait entre la quantité de travail que vous souhaitez délivrer d'une part, et puis le temps passé pour vos projets perso ou en famille ou à d'autres activités personnelles. Voilà. Donc, en résumé, en fait, cette flexibilité finalement qui est imposée dans le cadre d'entreprises classiques, dans l'approche collaborative qui est non pyramidale avec un pouvoir horizontal, finalement, cette flexibilité, vous la reprenez en main et c'est vous qui mettez les curseurs aux bons endroits en fonction de vos envies et de votre projet de vie. Alors, un autre point aussi important, c'est l'intranet pourvu par i6. Donc, l'intranet pourvu par i6, qui est, on va dire, le principal, voire même le seul outil administratif de gestion transverse de votre activité, eh bien, il est extrêmement efficace. Il est extrêmement efficace parce qu'il est vraiment concentré sur l'activité et sur l'opérationnel. D'une part, il est holistique. Ce que j'entends par holistique, c'est-à-dire qu'il a vraiment une approche complète, exhaustive de tout le cycle de vie commercial, depuis la déclaration du client, la formulation des devis, le fait de transformer le devis en contrat commercial, le fait de pouvoir imputer du temps sur ses contrats, de pouvoir facturer des prestations sur ses contrats, de pouvoir gérer les sous-traitants, de pouvoir gérer les avoirs, puis ensuite d'avoir du reporting automatisé d'activité, puis ensuite de générer des notes de frais, de les raccrocher à ses contrats, etc., etc. Tout ça, c'est prévu en fait dans l'intranet. Et l'avantage de cet intranet pour l'utiliser régulièrement, c'est qu'il est extrêmement logique dans sa structuration. Et il suffit souvent, tout simplement, pour balayer l'inactivité complète et être exhaustif de notre côté, consultant coworker, de prendre les menus dans l'ordre, tout simplement, et puis de gauche à droite, en fait, de balayer et de mettre à jour les indicateurs pertinents. Sachant que quand je dis mettre à jour les indicateurs pertinents, ça pourrait être par exemple facturer ce qui doit être facturé. C'est extrêmement simple. Générer une facture, ça me prend aujourd'hui quelque chose comme 5 minutes. C'est important. Vous avez dans une entreprise de taille moyenne, le coût moyen de génération d'une facture, c'est 900 € hors taxe. Voilà, c'est ce que ça coûte de faire une facture.
Voilà, moi, consultant coworker, quand je dois faire une facture, que celle-ci fasse 400 euros ou que celle-ci fasse 15 000 euros, la facture en question, en fait, elle me prend 5 minutes à faire, simplement parce qu'elle est déjà reliée informatiquement au client, au contrat, etc. Il me suffit en fait de faire un clic de souris sur un menu, d'indiquer le montant que je veux imputer, et la facture est déjà pré-remplie. Je peux éventuellement la modifier si je le souhaite, ou me rajouter des clauses ou un certain nombre d'informations, mais c'est extrêmement rapide. Voilà. Et bien sûr, tout cet intranet qui permet de gérer votre activité sur les volets administratifs, commerciaux, le reporting financier, sur l'argent que vous gagnez, sur les prévisionnels d'activités, etc., etc. Il est exhaustif, mais il est aussi complètement exclusif dans la mesure où tout ce qui ne vous concerne pas, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ne vous concernent pas dans la gestion de votre activité en tant que coworker, n'est pas présent. Donc, ce qui veut dire que vous, par exemple, vous n'avez pas de PV, de procès verbal d'assemblée générale à remplir et à déposer chaque année. Les comptes annuels et le bilan en fait de l'entreprise ne vous concernent pas puisque vous êtes CDI, donc vous avez un statut de salarié. Vous ne vous occupez pas non plus en fait de la déclaration de TVA chaque mois, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, vous êtes consultant entrepreneur, vous êtes coworker, vous gérez votre business individuel, en quelque sorte. Même si vous êtes en collaboration avec un tas de gens, vous gérez votre business individuel. Par contre, tous les aspects réglementaires liés à la vie de l'entreprise, à la vie de la structure ICIS sont pris en charge en centrale de manière complètement transparente pour vous. Donc, vous concentrez votre temps à votre activité. Point. Pas besoin de se disperser. Donc, la gestion administrative, grosso modo, si je suis vraiment large, en tenant compte des notes de frais, des relevés mensuels d'activité, du prévisionnel mensuel, sur un mois entier, si ça me prend 3 heures, c'est vraiment maximum. Et avec ça, je gère tout, du devis jusqu'à la facturation. Ah, pardon. Ah. Voilà, donc en clair, quand je vous disais tout à l'heure, le garçon finalement nous est en train de nous dire qu'il veut le beurre et l'argent du beurre, eh bien c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que le modèle en fait de coworking dans une entreprise communautaire de conseil, ça consiste finalement à prendre les avantages du salariat d'un côté et les avantages de l'entrepreneuriat de l'autre, à les mixer et enlever tout ce qui ne nous plaît pas. Voilà. C'est-à-dire toutes les contraintes en fait des modèles classiques qui sont un petit peu coercitifs au sens où ils obligent à un certain nombre de démarches qui sont chronophages et souvent contre-productives. Toutes ces contraintes-là, eh bien, elles sont tout simplement fédérées au travers de la structure ICIS qui est là pour nous servir et par conséquent transparente pour nous. Voilà. Et le tout en réseau avec du pouvoir horizontal et du coaching et de la collaboration qui permet des compléments de compétences. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie tous de votre attention et je vous invite à poser un maximum de questions. Voilà, on y répondra avec plaisir avec Laurent. Merci Stéphane pour ton témoignage, fort clair. Et je vais inviter Adrien à l'écran pour qu'il nous présente rapidement sa situation individuelle, son parcours, son projet professionnel. Alors, Adrien, je t'ai envoyé une invitation. Il te reste à l'accepter. Et normalement, tu apparaîtras. Alors, tu as répondu. Je ne te vois pas encore. On screen. D'accord, mais où? On screen. Ah non, accepte. Encore en connexion. Je t'en renvoie une. Hop, ça n'a peut-être pas bien marché. Stéphane, pour info, j'ai fermé les PowerPoint. Oui, tu as bien fait. Je suis en train de lire en fait sur le chat ce que nous dit Marc. Oui, Marc, je pense qu'il est, c'est Marc, oui, par contre. responsable Oui, SI ou programme manager chez un éditeur de logiciels ou donc exactement dans la cible et les métiers qui permettent un empowerment
rapide et sûr pour niveler vers le haut et pas se faire tirer vers le bas par les grandes entreprises pour lesquelles, à force de rationaliser les coûts, on devient des ressources. Alors, a priori, Adrien, je t'ai renvoyé une invitation. Je retente, sinon on abandonnera. Alors, il y a marqué Accepted and Connecting. Il reste à ce que tu apparaisses. Et ça prend du temps. Voilà, donc j'ai profité de l'intervention de Stéphane pour un peu répondre sur le forum. Donc, Marc, au plaisir de faire un point individuel. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur elgarcia@ae6.fr pour qu'on planifie ça. Ça nous permettra de faire un point individualisé et métier surtout, donc sur comment réellement être consultant de par la vision globale qu'on peut avoir des différentes activités de chacun. Et pour trouver le meilleur angle d'attaque pour ton projet et le meilleur statut individuel par rapport à tes propres objectifs à moyen terme. Géographique, métier, rémunération, voilà. Et après, différentes solutions s'offrent à toi. Donc, il y a l'immatriculation individuelle, qui est un peu le modèle qu'on connaît depuis 10-20 ans, où on réinvente un peu la roue dans son coin, on devient mandataire social. Donc, après, on existe à travers des bilans. Donc, on sort du régime général. On a la responsabilité pénale. On va perdre 6 mois au démarrage pour réinitier les choses, les assurances professionnelles, des sites, etc. Et après, l'entrepreneur individuel souffre souvent d'isolement, finit en sous-traitance, et parce que les clients veulent des solutions avec des politiques qualité, des mutualisations de moyens, etc. Et souvent, on le voit, quand quelqu'un a choisi l'immatriculation individuelle, après, il rejoint des GIE, il rejoint des associations pour recréer ce collectif et cette co-construction qu'on peut réaliser au sein des espaces de coworking ou dans des entreprises communautaires. C'est pour ça que le modèle le plus innovant et le plus récent, c'est le CC. Donc, à voir après si ça correspond à tes objectifs. Le modèle est adapté à tout le monde. Je suis convaincu que c'est le meilleur modèle à l'heure actuelle, mais pas pour tout le monde. Et voilà. Et donc, je te laisse revenir vers moi pour faire un point réellement individuel et t'expliquer les qualités, les avantages et les défauts de chaque solution, que ce soit la couveuse, l'immatriculation, la SARL, la SASU, le CC, la société de portage, voilà, qui est bien pour les seniors et à utiliser comme un service ponctuellement, mais qui n'est pas une solution durable. Et voilà, faire un tour global, métier et juridique. Donc, Adrien, a priori, ça n'a pas marché. On est toujours en cours de connexion. Donc, après, peut-être un problème de débit. Mais a priori, donc, tu as un projet plus en coaching. J'ai pu voir un petit peu ton profil sur LinkedIn. Souvent, pour être consultant, après, je parle un peu en me basant uniquement sur le profil. Hein, donc, ça reste un peu superficiel. Mais souvent, pour être consultant, c'est bien déjà d'avoir une première expérience du type 2-3-4 ans d'expérience quand le marché est pas booming et relativement est difficile. Donc, il me semble que tu sors un peu tu viens de finir tes études, Bac+5. Tu t'intéresses à tout ce qui est développement individuel. Donc, il y a énormément de coaching et on va dire toute la société évolue vers un savoir-être. Après le savoir-faire, le faire savoir, il y a le savoir-être. Donc, je comprends. Tu as la personnalité, en tout cas, pour s'intéresser aux démarches collaboratives et à l'entreprise communautaire. Reste à savoir après, par rapport à ton projet, si c'est encore un peu trop tôt ou pas, si tu as un plan chômage pour permettre de faire une phase de lancement en cap qui peut durer 12-18 mois, voilà, et pas uniquement 6 mois. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses qu'on peut voir à la limite individuellement lors d'un point, si vu que le partage d'écran a du mal à se faire. Voilà, donc après, j'ai vu que Sigrid est intervenue lors du forum. On est 48 inscrits, donc après, tout le monde n'a pas participé au forum.
Donc, Sigrid, je crois que tu interviens dans le domaine juridique, un peu propriété intellectuelle, dans ce domaine-là. Donc, après le copyright, maintenant, on rentre un peu dans l'ère du copyleft. Donc, on va dire que dans tous les domaines, il y a des opportunités pour être consultant. Tous les domaines, toutes les entreprises font les mêmes choses en même temps. Dans tous les domaines, il y a une innovation, une évolution, une révolution en cours. Donc, aussi bien les domaines juridiques que les domaines informatiques ou autres. Le domaine IT, le moyen, c'est l'outil qui permet de mettre en relation les gens à moindre coût et d'accélérer la communication. Donc, c'est pour ça que ça représente, on va dire, 40 à 50% de l'activité du conseil. Mais dans tous les domaines, intégrer une digitalisation de son offre, intégrer une évolution vers des services collaboratifs, etc., donner pour recevoir, doivent être appliqués pour réussir. Voilà. Donc, alors, le forum, j'en étais où? Donc, pour Adrien, rejected maintenant, donc je te relance une invitation, ça sera la dernière. J'ai un peu fini mes études, j'ai fini il y a plus de 5 ans. Voilà, bon, c'est par rapport à ton profil, donc effectivement, après, peut-être que il y a des choses que j'ai pas bien compris. Après, bon, voilà, le point important pour... Ah, voilà, monsieur Adrien. Bonjour. Donc, temporairement, Stéphane, je te dézoome. Si tu veux intervenir, tu demandes. C'est plutôt l'inverse. Oui. Voilà. Bon, on va rester comme ça, sinon. Adrien, je te laisse à la limite te présenter rapidement ton parcours, dans quel domaine tu interviens, quel est ton statut, salarié, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, maintenant on dit, et qu'est-ce que tu aimerais faire à moyen terme, les difficultés que tu as, et quelles sont les, voilà, à quelle réflexion tu es, on va dire, dans ta tête, quoi. D'accord. Est-ce que déjà tout le monde m'entend ou pas? Oui, moi, je te vois, donc si je te vois, c'est que... C'est jamais. Mon micro fait des choses bizarres des fois. Donc, oui. Donc, je m'appelle Adrien. Je suis ancien normalien. J'ai fait un parcours scolaire un peu particulier vu que je suis passé par 7 écoles et universités. Enfin, j'ai fait beaucoup dans la recherche et ce genre la non-entreprise, on va dire. Plutôt un milieu hautement intellectuel qui m'a pas plu sur tous les aspects. Du coup, je suis parti directement après mes études, non pas sur l'entreprise, après avoir essayé le conseil justement en entreprise, en management. Dans quel type de structure? Hmm? Dans des sociétés, des SS2I, dans quel type de structure, à titre individuel? Dans un cabinet de conseil, en stratégie, en management, simplement. Et je suis parti. Ce type de cabinet? Voilà, ce type de cabinet. C'était pas eux, mais c'était pas un des Big Four. Mais ça en était un gros. C'était Eurogroup Consulting. Enfin bref, peu importe. Et je suis parti du coup faire ce que je préfère faire, c'est-à-dire accompagner l'être humain en fait. Et je suis parti faire coach pendant 2 ans avant de complémenter ce que j'avais connu sur le terrain par des outils qui me manquaient, en l'occurrence thérapeutiques. Et j'ai continué ça dans l'hypnothérapie que j'ai pratiquée encore pendant quelques années, en grande partie bénévolement parce que je suis parti en ermitage pendant 2 ans pour expérimenter avec d'autres techniques, plus dans l'énergétique, dans le spirituel, etc. Pour avoir un plus grand panel, plus holistique, on va dire, de ma pratique. Et une recherche de développement individuel et de sens des choses. Exactement. Donc, qui est enrichissant et c'est un peu, tout le monde, on va dire tous les gens qui ont une certaine fréquence ont cette logique. Après, la difficulté dans le type de positionnement, après pour en vivre, parce qu'il faut quand même vivre. Donc, soit on a une activité économique, on fait ça en complémentaire, ou soit après on a fait une activité principale. Et donc c'est l'ingénierie qu'on fait nous, qui est structurant et professionnalisant, c'est essayer. Il y a une phase de lancement qui est importante. Il faut tester, expérimenter, faire en fin de commerce. Enfin voilà. Et c'est pour ça qu'après, si tu es passé par une étape de consultant avant, je pense que le plan chômage, il a dû être, ou si tu es parti en ermitage, peut-être qu'il n'y en a plus. Et
Voilà, et donc le CAP, c'est difficile, sauf pendant le CAP, on garde tous ces revenus sociaux, on va dire. Donc moi, j'ai du retraité de grands groupes, j'ai des gens qui ont démarré au RSA, j'ai du consultant classique, enfin, il y a un peu tous les cas, des gens qui sortent des écoles qui tentent quand même dans tout ce qui est community management, enfin, il y a des domaines maintenant où on peut démarrer. Voilà, à tout âge, il y a un tarif et quand même, les sociétés de conseil embauchent la majorité des moins de 10 ans d'expérience, donc en fait, il y a un marché pour tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, si on doit entreprendre, dans tous les cas, tu as prévu de le faire, il vaut mieux malgré tout être accompagné et être dans une logique durable et collaborative comme une solution comme i6, plutôt qu'auto-entrepreneur ou être immatriculé. Après, par rapport aux administrations, ça devient compliqué parce qu'on existe à travers des chiffres d'affaires, on est dans une incertitude, on n'a pas l'esprit libre. Avec un CAP, au moins, c'est clair. Un CAP est non rémunéré, on a sa situation, on a le droit de développer son activité, on reste en particulier à la recherche d'un emploi avec des actes positifs de recherche. Donc, ça reste quand même un moyen positif. Par contre, c'est difficile. Et après, ta cible, a priori, c'est sûrement des particuliers. Donc, difficulté parce que c'est TTC, ils ne récupèrent pas la TVA, donc ça tire les prix vers le bas. Sauf faire des programmes auprès des entreprises. Donc, le CAP peut servir à expérimenter ça pour rentrer dans une logique professionnalisante où, à la limite, la cible, ça peut être la grosse entreprise et des programmes. On fait un test sur 5 salariés, puis on généralise sur 50. Enfin, créer de l'intelligence collective ou business efficiency manager, c'est des choses qui marchent. Voilà, arriver à faire le match entre l'intérêt individuel et pas le marché, parce que c'est pas le marché qui nous dicte notre vie, sauf si la finalité c'est l'argent, mais trouver le match entre les deux où on amène l'innovation, faire du gagnant-gagnant, mais voilà, sans être à côté du marché. Et la difficulté, c'est la cible, souvent c'est du tarif horaire ou quoi, il y a beaucoup d'avant-vente. Donc peut-être trouver deux activités, une où il y a de la récurrence, l'autre c'est plus du one-shot. Voilà, bon, c'est des activités qui sont intéressantes, mais qui sont où le chiffre d'affaires et peut être plus dur à faire que d'autres activités, c'est sûr. Oui, après, je te laisse parler, j'ai fait un peu un monologue. Non, j'écoute, aucun souci. Non, mais c'est vrai que moi, mon objectif entrepreneurial, éventuellement, ce serait effectivement en partie de continuer un peu l'accompagnement individuel que j'ai pu faire jusqu'à présent, mais surtout de transitionner sur quelque chose de plus collectif à travers des conférences et à travers un travail sur des groupes plus importants. Donc, entrepreneurial ou pas, ou des groupes individuels non employés spécifiques, peu importe, mais ça reste quand même un objectif de construction globale, on va dire. Ça sera par l'expérimentation que tu as déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Que c'est vrai, on fait quelque chose, on voit les avantages et les défauts, on améliore jusqu'à qu'on crée son propre marché. Parce que pour le consultant, c'est une entreprise de lui-même, il n'a pas besoin, le but c'est de faire 60 000 € de chiffre d'affaires pour en vivre correctement, par exemple. On peut faire plus, on peut faire moins. Il n'y a que des cas particuliers, et par contre, ça nécessite des tests et à une certaine période, et du coup, arriver à survivre, entre guillemets, durant cette phase. Et c'est vrai, moi, j'ai un consultant, par exemple, qui expérimente autour de la créativité. Il essaye de faire de la créativité, et de faire des liens entre le milieu artistique et l'entreprise, des choses comme ça. Là. Donc, toutes ces difficultés, j'en ai une qui faisait aussi comme ça du conseil RH auprès RH, du développement individuel, un peu comme ça, auprès des seniors. Et je pense qu'il faut rentrer dans une logique, soit un programme en ligne, présentiel, puis une sorte de coaching, avec un tarif forfaité, par exemple, plutôt que faire de l'heure, comme peut faire un psychologue ou quoi, c'est pas rentable. Il faut être médecin. Sinon, c'est mon avis en tout cas. N'engage que moi en tout cas. Et après, la problématique, c'est que dès que vous touchez au corps, donc tout ce qui est hypnose, thérapie, naturothérapie, toutes ces choses-là, c'est classé médical en France. Et du coup, c'est non hébergeable par une société comme nous ou autre, ou toutes les sociétés des couveuses. Il y a 4 types de solutions d'hébergement avec plus ou moins d'accompagnement. Le portage où il n'y a pas d'accompagnement, c'est un service.
Chiffre d'affaires, salaire, pas de chiffre d'affaires, pas de salaire, pas plus. Pas de statut durable et protecteur. Il y a la couveuse, quelques mois avant d'aller s'y matriculer. Donc, au final, c'est comme si on va s'y matriculer. C'est juste un petit accompagnement avant, généraliste. La coopérative d'activité, plus pour des non-cadres. Et après, l'entreprise communautaire de conseil, qui est plus la solution la plus technologique et innovante. Là, on a notre propre plateforme, on a une plateforme de formation professionnelle à base de MOOC. On a un ERP peer-to-peer collaboratif. C'est le consultant qui met la vraie facture de l'entreprise. C'est une nouvelle forme d'entreprise de conseil où chaque consultant est son propre patron, l'entreprise a moyen. Et il y a un projet qui sortira en 12-18 mois, qui est de faire une vraie plateforme collaborative comme Upwork, avec des communautés métiers, mais voilà, pas juste un catalogue de consultants, et c'est où le consultant a le pouvoir, et tout ça implémenté dans la blockchain, pour arriver au vrai système d'entreprise autonome, transparente, distribuée, qui à la limite peut continuer à exister sans le tiers de confiance, quoi. Voilà, c'est ça la vision finale de l'entreprise communautaire. Et voilà, donc c'est des domaines très intéressants et on va dire, aussi bien Stéphane que moi, etc., on fait souvent on digresse sur ce type de sujet. Après, voilà, il faut arriver à en faire une offre de service qui trouve des clients, quoi. C'est là où c'est plus difficile. Mais bon, avec Meetup, avec tous les outils habituels qu'utilisent tous les consultants collaboratifs, il y a de la place pour tout le monde, quoi. D'accord. Voilà, après, donc le statut important, donc je pense que tu as compris, il y a soit une solution d'hébergement avec des statuts temporaires, transitoires, un type incubateur. La seule durable, c'est Cap CDI classique derrière. Donc, pour des profils de consultants, c'est le modèle d'entreprise communautaire de conseil. Et après, les matriculations, Stéphane a un peu parlé des avantages et défauts. Avant tout, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on devient mandataire social. Donc, on ne cotise plus à l'URSSAF, à rien, à la sécurité sociale. Les administrations nous tapent dessus, qu'on soit Total ou la société, les petites entreprises du coin. Et tant qu'on n'a pas 3 bilans, on peut pour prendre une location, un crédit ou faire un projet de vie, tout simplement, même si le but, ce n'était pas de faire des crédits dans la vie. C'est difficile et on est seul. Donc après, il y a un problème d'isolement. Au bout de 3 ans, on se fatigue. Et ça, voilà, l'entreprise communautaire amène une solution innovante et pragmatique à tous ces problèmes-là. Voilà, je te laisse conclure. Donc, next step pour toi, tu penses que ça va être quoi? À 3-6 mois ou tu réfléchis à… J'ai besoin d'un peu plus de détails, surtout que d'avoir les choses posées devant moi pour me prononcer là-dessus. Ah non, mais oui, pour Assis, bien sûr, je parle pour ton projet, quoi. Après, si tu veux creuser l'entreprise communautaire, quoi, je te laisse m'envoyer un mail et on fait un point d'1 heure où tu parles de ton projet et voir la meilleure solution. Voilà, tout aussi bien. Si c'est une contrainte alimentaire forte, on ne raisonne pas à moyen terme, on raisonne à 2 mois. Donc là, je te dirais, le moins cher, ça sera le micro-entrepreneur. Si tu dis, moi je veux quelque chose de durable, vraiment être dans une logique d'empowerment individuel à terme d'une autonomie économique et professionnelle, en sortant des gros groupes, je peux faire l'effort pendant 12 mois, que ça soit RSA, aide, épargne, enfin n'importe. Après ça, c'est moi. Chacun ses contraintes. Là, après, la solution CAP, c'est maintenant cette logique d'empowerment individuel, comme explique le Lean Startup, comme explique l'effectuation. Donc, j'ai pris cet exemple parce qu'il est simple à comprendre. Et que le M Lyon, par exemple, fait un MOOC dessus qui est bien. Il y en a d'autres, l'esprit design. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on apprenait à l'école, c'est fini. Les business plans, les SAS, les écroissances externes, les trucs, ça, c'est lié à l'économie classique et que de nos jours, dans ce système, on est arrivé au bout, voilà, on le rationalise, mais on est en train d'évoluer vers notre système. Et dans le nouveau système, c'est collaboratif, c'est le pouvoir n'est plus dans les mains de l'entreprise ou de l'État, il est dans les mains des gens, des individus. Tout le monde est acteur, voilà, comme sous Airbnb, dans le bon coin, on devient tous acteurs. C'est du chiffre d'affaires en moins pour les entreprises.
Et donc, forcément, le salariat se réduit et c'est mal pour bien. Voilà. Ça oblige les gens de faire ce qu'ils aiment parce qu'après, quand on doit vivre son activité, naturellement, petit à petit, on développe ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire. Et on développe son art. Voilà. On est toi-même et on devient ce que tu es. Voilà. Dans les phrases qu'on apprend à l'école. Ouais. À les bonnes écoles. Voilà. Oui. D'accord. Donc, Du coup, j'aurais demandé. Voilà, avec plaisir. Alors, j'ai une latence. Je te dis à bientôt. Bonne soirée. Vraiment. Ciao, ciao. Alors, on va conclure le forum et après, ça sera l'heure de se dire au revoir. Donc, Marc, j'attends ton mail. Je viens de voir une question qui m'était posée plus haut, c'est gris. Donc, le juridique, je n'ai pas reçu. Voilà. Bon, je pense qu'on est globalement, on a purgé le forum. Donc, il nous reste, Stéphane et moi, à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt. Tu veux rajouter quelque chose, Stéphane, ou c'est bon? Non. Bon, très bien. Je pense qu'on a tout dit. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.